La saga Les Debré, une saga de la République revient. On va parler donc de la résistance, Jean-Louis Debré, de votre père et de votre grand-père. Et je vous posais la question, puisqu'on a fait une première partie sur ce qui vient de d'ébranler la France, l'assassinat de Samuel Paty. Je vous demandais, est-ce que vous diriez, parce que finalement, on le présente partout comme une victime. Est-ce que d'une certaine manière, il n'est pas aujourd'hui une emblème? Est-ce qu'il ne résiste pas à, puisqu'on c'est le président de la République qui a dit que nous étions en guerre. Est-ce qu'il n'a pas fait une forme de résistance? Alors, c'est compliqué. C'est un hussard de la République. C'est un défenseur de la République. Il a voulu résister à toutes celles et ceux qui contestaient la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qui sont les fondements de notre République. Donc je pense que tout citoyen, tout amoureux de la République, doit être amoureux et résistant. Très bien, un hussard de la République, c'est une bonne définition. Et nous en venons donc à la résistance dans le parcours de votre famille, à commencer par votre père et votre grand-père. À partir de quand l'un et l'autre vont entrer dans la résistance? Vous racontez dans votre très beau livre une histoire de famille qui est en train de caracoler en tête des ventes. Vous racontez la résistance de votre père et de votre grand-père. Et donc, on va commencer par Robert Debré. Alors, je vous en prie. Je voudrais vous interrompre. Avant de commencer par Robert, il y a en chacun de nous des multiples cellules que nous héritons de notre grande famille. Le premier résistant de la famille, c'est le père du grand rabbin Simon Debré. Nous sommes au moment de la Révolution. Napoléon décide que pour intégrer les Juifs, ils vont prendre un prénom, un nom. Mais il veut un nom qui soit, pour faire vite, de résonance chrétienne. Et Anshel Moïse, c'est ça la résistance. Il dit non, moi je tiens à mon prénom. Je déclare Debré. Et en hébreu, c'est la racine de parler. Donc il a résisté à l'empereur. Le deuxième résistant va être le futur grand rabbin Simon Debré. Nous sommes une petite famille d'Alsace, nous sommes en 1870. Simon, qui n'a pas encore 18 ans, se souvient que son père a été accueilli en France, que son père est devenu un grand citoyen. Il se souvient de l'accueil de la communauté française en Alsace. Et quand la France perd la guerre, il ne veut pas trahir la République. Il veut résister. Et il quitte ses parents, qui sont âgés et qui ne peuvent pas s'en aller, et il va sur Paris, car il ne veut pas devenir citoyen allemand. Il veut être fidèle. Il a résisté. Nous sommes en 1870, puis par la suite arrive la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est compliqué parce que mon grand-père et mon père pensaient que la réaction devait devenir de l'armée française. Ils avaient confiance dans l'armée française. Et ils sont entrés en résistance lorsqu'il est apparu que l'armée française était complètement défaite. Et je crois que Robert, le médecin, avec ses intellectuels, il a fait partie, il a approché le mouvement du Musée de l'Homme.
Et puis, il a fait de la résistance dans son service à l'hôpital des enfants malades, en soignant des enfants juifs. Et puis après, en venant à la demande de Londres, mais aussi de Jean Moulin, en organisant avec d'autres, et notamment Pasteur Valéry Radeau, un service clandestin de médecine dans la résistance intérieure. Le comité médical qui a porté aide et assistance et médicaments à tous ces résistants qui étaient blessés, malades, etc. Et il y a quelque temps, j'étais président du conseil et des résistants de Montauban me demandent de venir à Montauban pour inaugurer une plaque à ma famille. J'étais un peu surpris parce que qu'est-ce que venaient faire mon père et mon grand-père à Montauban? Mais j'y vais parce qu'il faut rendre hommage à la résistance. Et j'apprends que grâce à Monseigneur Théas, archevêque de Toulouse, au vicaire général Bourdeau, mon grand-père et mon père ont organisé une filière de faux papiers pour les Juifs. Et juste une petite anecdote, jusqu'à la fin de sa vie, le permis de conduire de mon père était faux. Et personne n'a jamais rien vu. Parce que, symboliquement, il voulait garder ce permis de conduire au nom, à l'un de ses noms de résistance, oui. Jacquier. Bref, donc Robert s'engage. Michel, qui a été... Attendez, simplement une précision. En 39, il est mobilisé comme médecin lieutenant dans un régiment d'artillerie. Et en 1940, il va se voir interdire de continuer à pratiquer. Oui. Lui qui est un grand médecin à l'époque, le fondateur de la pédiatrie moderne. Oui. Et en écrivant ce livre, Histoire de famille, j'ai eu un choc. En consultant les journaux de l'époque, et c'est vraiment un choc. Tout d'un coup, en consultant un journal, je tombe sur un de ces journaux de l'époque, et il y a marqué en titre gras: il faut liquider le juif de Bray. Quand vous tombez nez à nez avec cela, vous mesurez ce qu'ont vécu vos parents ou grands-parents. Et mon grand-père va échapper à la Gestapo. Quand elle vient le chercher, il a failli être arrêté. Il est prévenu par le concierge et il s'en va par la porte de service, et c'est comme ça qu'il va échapper à la Gestapo. Et d'ailleurs, je me souviens... Est-ce qu'il a porté l'étoile jaune? Alors, c'est un grand souvenir. À la fin de sa vie, mon grand-père avait du mal à voir, la vue avait baissé, et ses petits-enfants venaient régulièrement lui lire des articles des journaux et parler avec lui. Et un jour... je lui dis, parle-moi de l'antisémitisme. Il s'est levé, il s'est rapproché de sa table de travail, il a ouvert son tiroir et il m'a montré l'étoile jaune. Avec une émotion qui était visible. Et il m'a dit, c'est ça l'antisémitisme. J'ai refusé de la porter, mais c'est ça la marque profonde de ce que je n'ai jamais pu supporter toute ma vie. Cette intolérance, cette lutte contre une religion et ceux qui la pratiquent. Et pourtant, Robert était agnostique. Il était fils de rabbin,
mais il était agnostique. Donc oui, ça a marqué. Dans un instant, je vous donnerai une autre anecdote concernant mon père. Et on arrive à mon père, il est donc mobilisé, il est arrêté, enfermé à Autun et transféré dans un camp à Orléans pour être probablement après envoyé je ne sais plus où. Et je pense qu'il a retrouvé ou trouvé le chemin d'un Dieu dans cet enfermement. Il est avec d'autres militaires catholiques et il le dit à un moment, je le cite dans ce livre, chaque fois que j'entends une porte s'ouvrir, je pense que c'est pour nous et nous emmener devant le peloton d'exécution. Mon père est transféré de Autun à Orléans, et là, avec la complicité de nombreuses complicités probablement, un certain nombre de détenus arrivent à s'évader. Mon père fait partie de cela, et il passe très vite en zone libre. Il rejoint le Conseil d'État. Et comme tous les membres du Conseil d'État à l'époque, ils vont prêter serment au régime de Vichy. Mais très rapidement, ils se rendent compte que le régime de Vichy est en train d'être complètement dominé à la solde du régime allemand. Et notamment dans toute la politique anti-juive. Et donc, tout en étant au Conseil d'État, comme Alexandre Parodi, qui est un résistant exceptionnel, un certain nombre de personnages vont profiter de leur état de membre du Conseil d'État pour partir en résistance. Et c'est là où mon père va progressivement partir en résistance. Et le déclic, c'était que donc mon père était petit-fils de rabbin, fils d'un agnostique. Il s'interrogeait sur la religion, et il est avec le Conseil d'État à Royat, et il rentre dans une église, et il y a un jeune prêtre qui est monté en chaire. Et ce jeune prêtre, devant un auditoire très proche du maréchal, du régime de Vichy, on est à Royat, déclare en chair: mes chers frères, nous sommes tous des juifs. Ce jeune curé, réfugié à Royat, c'est le futur évêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, qui d'ailleurs, quelques années plus tard, lors du Concile Vatican II, va faire beaucoup d'efforts pour qu'on reconnaisse l'identité juive, et va naître entre mon père, à travers ses paroles, à travers la résistance, une communauté très profonde, une amitié très profonde. Et donc, partant de là, mon père va partir dans les réseaux de résistance, et puis il va se retrouver dans l'ouest de la France, et avec ses camarades, sur une petite bicyclette bleue, ils vont libérer Angers et destituer le préfet de Vichy. Et l'un des premiers actes, je le dis dans ce livre Histoire de famille de mon père, va être d'abroger et de remplacer, parce qu'il sera chargé par le général de Gaulle d'établir la liste des préfets qui vont remplacer ceux du régime de Vichy. Il y a deux buts, si vous voulez. D'une part, remplacer et renvoyer tous les préfets de Vichy, mais aussi éviter, comme dans d'autres pays, que ça soit l'administration américaine qui domine l'organisation administrative française, l'AMGOT, je l'appelais. Alors, vous écrivez dans le livre que pour votre père, la défense de la France devait être militaire, oui. Mais en juillet 40, il a le sentiment
que la République est trahie et il n'y a plus d'ambiguïté. C'est là qu'il s'engage tout entier. Oui, absolument. Et je crois très profondément, mon père, toute la famille, pensait que la résistance devait devenir de l'armée française. Quelle déception, quelle tristesse, quelle amertume de voir ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont rentrés en résistance. Mais ils sont rentrés en résistance intérieure, ils ne sont pas allés à Londres, hein, c'est les résistances intérieures, au nom de la République. Au nom de la République qui bafoue les valeurs, au nom de la lutte contre le régime de Vichy, qui a mis à mal les principes républicains. Encore une fois, c'est une petite famille républicaine qui a grandi, s'est développée dans le culte de la République, dans la reconnaissance à l'égard de la République, et voir que les dirigeants sont en train de tuer la République, c'est insupportable. Et c'est ça, l'engagement de la famille dans la résistance. Défendons la République. Alors, on va consacrer tout un épisode à Michel Debré, une idée de la République, votre père, mais on va dire quand même un mot du fait que finalement il y a l'engagement dans la résistance, mais il y a aussi l'engagement auprès du général de Gaulle, et en 1958, il devient garde des Sceaux dans le gouvernement de Gaulle, et il apportera sa contribution à la rédaction de la Constitution de 1958. Alors, la première rencontre, je donne une photo d'ailleurs de cette première rencontre dans mon livre, de mon père avec le général de Gaulle, dont il avait entendu parler du nom, puisque la résistance intérieure, tout le monde n'avait pas entendu le message du 18 juin, c'est au moment où de Gaulle a débarqué, et il va vers Paris, c'est le 22 août 1944, il arrive dans la région ouest, mon père est commissaire de la République, il a, sous sa domination, sous sa mandature, il a la ville de Laval, de Gaulle s'arrête à Laval, et mon père l'accueille au nom de la résistance intérieure, et au nom des commissaires de la République et de l'administration. Et j'ai retrouvé ce que mon père avait écrit de sa première conversation avec de Gaulle. Et en partant de Laval, de Gaulle lui dit: je vais à Chartres. Écoutez, c'est pas dans votre ressort, mais venez avec moi, on va continuer à parler. Donc ils continuent à parler, ils vont à Chartres, ils vont rendre hommage à Jean Moulin, qui était le dernier préfet de Chartres. Et de Gaulle après repart sur Paris. Mon père rentre dans la région d'Angers, et dès qu'il devient président du gouvernement provisoire, le général de Gaulle appelle auprès de lui mon père comme collaborateur. Et c'est à ce titre, et à la demande du général de Gaulle, que, reprenant une idée d'Hippolyte Carnot au moment de 1848 et de Jean Zay au moment du Front populaire, mon père écrit les statuts de l'École nationale d'administration. Réaction contre une administration et une autre administration qui se auto-recrutaient et qui, au moment de Pétain, n'avaient recruté que des fidèles du maréchal Pétain, ou pour la plupart. Et donc, il faut faire une administration où on a accès par concours et non plus par désignation ou par examen. Avant, c'était chaque corps se recrutait, et avec la possibilité d'un concours extérieur. Et puis, le général quitte le pouvoir, mon père quitte le pouvoir avec lui, et va voir de Gaulle, et de Gaulle il a envie de s'engager politiquement, et de Gaulle le conseille, comme à Chaban, de se présenter sur une liste radicale socialiste. Finalement, mon père est battu, et il va ne plus jamais se séparer du général de Gaulle. Et pour en revenir à votre question, ce qui est extraordinaire dans cette Constitution de 1958, c'est que en 3 mois, elle est écrite. Mais pourquoi en 3 mois elle est écrite ? Parce que pendant toute la 4e République, comme le médecin
qui ausculte son malade, mon père n'a pas cessé d'ausculter les mots de la 4e. Ces gouvernements qui changent tous les 6 mois, c'était effrayant. Et donc, il va progressivement, et il y a toute une correspondance avec le général de Gaulle, pendant toute la 4e République, réfléchir à de nouvelles institutions. Alors, la seule chose, c'est que mon père, qui n'a, contrairement aux autres, jamais accepté de rentrer dans un gouvernement de la 4e République, est persuadé que le général de Gaulle va revenir. Mais il est le seul. Tout le monde pense que de Gaulle, c'est fini. Mais mon père n'a jamais cessé d'espérer, car lui qui aime la République, il pensait que seul De Gaulle pouvait rétablir une véritable République. Et c'est pour ça qu'il va donc contribuer à la rédaction d'une nouvelle Constitution et qui va être le fondateur d'une certaine manière, le père d'une certaine manière de la 5e République. Mais ce père, pour en revenir pour faire la liaison avec les débuts de notre conversation aujourd'hui, c'est quand même étonnant que ce grand républicain, et on a intitulé la série Les Debré, une grande famille, une saga républicaine, c'est quand même assez paradoxal que c'est lui qui va faire voter des lois sur l'enseignement privé qui porte son nom. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué parce que vont à l'enseignement privé, pas seulement des enfants, ou en tout cas les familles envoient leurs enfants, pas seulement pour leur inculquer des valeurs chrétiennes ou juives, mais aussi parce qu'ils sont déçus, parce qu'il y a un affaissement de l'enseignement public. Alors, d'abord, il faut se souvenir que toute la 4e République est marquée par des manifestations, des oppositions entre l'école publique et l'école privée, qui est à ce point forte qu'elle mine l'unité nationale. Et donc, d'ailleurs, avec Monseigneur Elchinger, ils vont réfléchir à comment associer l'école privée et l'école publique. Et c'est la loi Debré qui est élaborée contre l'enseignement catholique, parce qu'elle pense qu'ils vont contre l'enseignement confessionnel, parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur indépendance, et qui consiste à dire, il y a l'école publique, mais il y a des écoles privées qui, si elles veulent recevoir une aide de l'État, doivent se placer sous contrat d'association, c'est-à-dire avec des programmes qui sont les programmes définis par l'administration, avec l'obligation de recevoir un certain nombre de jeunes qui sont pas forcément de leur religion. J'ajoute qu'ils sont tout à fait dans le cadre des lois de Jules Ferry, qui avait fondé l'enseignement public, mais laissé l'enseignement des religions dans les lycées. Merci Jean-Louis Debré, c'était Les Debré, une saga de la République. On vous retrouvera dimanche prochain. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous.